Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Damien, ravi de te Bon, retrouver. oui, moi aussi. Je suis très heureux de t'accueillir pour notre série Mighty People en tant que confrère de notre agence. Et pour moi, c'est aussi important de me dire que la passion qu'on peut avoir du marketing et puis de notre métier, ça dépasse aussi les frontières un petit peu des entreprises. Et voilà, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de te présenter rapidement pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître. Avec plaisir et je te rejoins. J'ai un ami qui parle de Mm. coopétition dans ces cas-là et effectivement, ça participe de ça. Donc en fait, je suis Isabelle Defay, je suis directrice des agences de Winbound pour Paris, Lille et Lyon. Winbound, c'est une agence qui est spécialisée dans les approches d'acquisition de prospects B2B en s'appuyant sur deux grands piliers que sont l'inbound marketing et l'account-based marketing. Et on est un peu plus d'une vingtaine maintenant dans l'agence et on a différents points en France, un peu partout pour apporter cette expertise auprès de nos clients. Merci Isabelle. D'ailleurs, on va parler d'ABM aujourd'hui. Et pour nous, chez Mighty Quest, c'est vrai que par rapport à les clients qu'on accompagne, qui sont principalement des éditeurs de logiciels et des ESN, principalement d'ailleurs des PME, forcément, c'est des types d'entreprises qui vont s'adresser en particulier à des ETI et des grands comptes. En plus, au croisement souvent de profils qui vont être assez complexes, enfin, soit des profils de haut niveau, type DG, DSI, mais des fois des profils aussi très métiers, des profils d'expertise, des directions métiers, des directions R&D, des directions d'innovation. Donc, ce qui fait que l'account-based marketing, dans ce contexte-là, ça prend vraiment tout son sens. Et donc, c'est des discussions nous, qu'on a forcément avec nos clients. Et aujourd'hui, on va en parler. Et c'est surtout toi qui vas en parler, puisque là, je vais me mettre à partir de maintenant dans le rôle de l'intervieweur, et puis je vais te laisser te donner la question, mais je vais te laisser principalement la parole. Et pour commencer sur ce sujet-là, si on prend le contexte par exemple d'une PME qui s'intéresse au sujet, et là, qu'on a envie d'avoir une approche assez concrète, de lui expliquer concrètement ce que c'est, comment est-ce que tu pourrais lui expliquer concrètement ce que c'est, et comment ça peut voilà, se mettre en place voilà, de manière simple. En fait, comme tu le dis très bien, quand on est une PME et notamment dans le domaine de l'IT, on est souvent face à un process de vente complexe où Oui. ça va être des processus de vente assez longs qui vont impliquer beaucoup de personnes. Tu le disais à Mm. l'instant, que ce soit effectivement du dirigeant, plutôt de métier de l'IT ou voire des directions de métier plutôt utilisateurs. Mais effectivement, ça va embarquer beaucoup de personnes, un cycle de vente long. Et puis souvent, on est sur des dossiers un peu dimensionnés. Oui. On est sur quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros parfois sur des projets vastes et sur des engagements qui vont assez loin. Ça peut être des contrats qui vont sur 3-4 ans avec des renouvellements qui sont stratégiques pour l'entreprise. Donc, on a besoin de vraiment s'armer, entre guillemets, même si j'aime pas trop le discours guerrier, mais en tout cas de s'armer pour être en capacité non seulement d'attirer l'attention de cette audience-là, d'apporter tous les éléments de réassurance et puis de vendre. Et pour être très pragmatique, en fait, c'est sûr qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à des ESN, des ETI, voire des très grands comptes. On ne va pas s'adresser à eux de la même manière parce que ce sont souvent des structures dont les collaborateurs sont extrêmement sollicités déjà et qu'il va falloir se démarquer. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir une façon de s'adresser à eux, un contenu, une expérience de contenu. Je pense Mm. qu'on va en parler Ouais. ce matin. On a besoin de proposer une expérience de contenu qui va faire la différence. Ça n'enlèvera pas l'expertise, bien au contraire, mais il faut s'organiser, se structurer, préparer une stratégie et être outillé pour aller chercher ces comptes-là. Et très clair. Et justement, si on rentre un peu dans le détail, là tu parles un peu des piliers, des grandes parties qu'il va y avoir derrière dont on va parler. Si tu devais Mhm. commencer à lister un petit peu les piliers qui sont à mettre en place ou sur lesquels va reposer l'ABM, et aussi derrière ça, est-ce que ces piliers c'est toujours les mêmes, ou est-ce qu'en fait ils vont aussi s'adapter des fois suivant le type de stratégie d'ABM qu'on met en place si on considère qu'il y en a des différentes. Alors effectivement, on peut peut-être commencer par ça. Il y a différentes approches quand on parle d'account-based marketing. Il y a une approche qui est extrêmement ciselée, extrêmement fine. On est presque à un compte est un marché à part Ouais. entière et je vais m'adresser à lui comme si je n'avais que cette dimension-là à prendre en compte, cette ambition-là à traiter. Et je vais être dans de l'orfèvrerie. Donc je dois connaître sur le bout des doigts tout ce qui va me permettre en termes d'intelligence commerciale. Je dois avoir un maximum d'informations pour aller capter ce compte. Donc là, je suis
dans le haut si on fait une pyramide, par exemple, je suis dans le haut du haut de l'ABM, je suis dans ce qui s'appelle le one-to-one, donc presque un commercial pour le compte en direct. L'étape en dessous, c'est plutôt de s'adresser à un ensemble d'entreprises qui se ressemblent, donc par exemple un secteur d'activité ou une même problématique. Et là, je peux être sur un volume de comptes similaire pour lesquels je vais personnaliser mon approche, mais un petit peu moins finement que celle qu'on vient d'évoquer juste avant. Donc là, je suis dans ce qui s'appelle le one-to-few. Donc je suis dans une personnalisation, mais un peu moindre par rapport à la première. Sur la dernière approche, on est là par contre dans un volume important sur laquelle par exemple on va s'appuyer sur du programmatique et je vais aller chercher vraiment à capter un ensemble de comptes mais encore plus important. Donc la personnalisation sera un peu moins nécessaire, elle sera toujours présente mais un peu moins nécessaire. En tout cas, je ne serai pas par exemple à connaître le contact clé au sein du compte. Et ce qui fait que par rapport à ces trois grandes catégories, derrière, si tu devais définir un petit peu pour mettre en place cette démarche ABM, sur quels sont un petit peu les grands socles, en quelque sorte, à mettre en place, qu'est-ce que tu donnerais voilà, comme grands éléments sur lesquels va reposer cette stratégie ABM? Alors, on va casser un truc tout de suite. On parle Ouais. d'account-based marketing et en fait, c'est presque réducteur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste une approche marketing, une stratégie marketing, mais en fait, ça embarque beaucoup plus de dimensions que ça, et notamment le commercial. Et c'est presque une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que quand on veut se lancer en ABM, quand on est une entreprise, c'est pas juste le service marketing, le département marketing qui dit tiens, on va aller mettre en place quelque chose pour aller chercher ces comptes-là. C'est vraiment une décision globale et qui nécessite, on va le voir, je pense qu'on va en parler, mais un alignement aussi entre les différentes parties prenantes parce que chacun a besoin de l'autre et il faut s'organiser pour que ce soit une task force qui se mette en place et qui permette de déployer une stratégie marketing, certes, mais d'avoir aussi l'appui et l'engagement des commerciaux et que le tout soit l'idée en interne. Il faut qu'il y ait une team ABM, il faut qu'il y ait une structure qui soit référente, qui se parle, qui coordonne, qui orchestre les campagnes qui vont être mises en place, qui les suivent, qui les mesurent. Et il faut pour ça qu'il y ait des référents. Ça, c'est un point hyper important. Après, justement, on va bien sûr parler de cet alignement marketing sales qui est encore plus important dans cette démarche-là, mais rien qu'au niveau de l'organisation. Donc, dans ce que tu dis, en fait, on est bien sur de la stratégie et pas sur la technique, et ça, je Ouais. te rejoins entièrement là-dessus. Et non seulement ça, et en plus, on n'est pas sur une stratégie marketing, mais une stratégie qui est plutôt d'entreprise. Et là, tu as commencé à parler un petit peu de ce que ça pouvait commencer à impliquer au niveau de l'organisation. Mais quels vont être pour toi les services concernés? Est-ce que c'est uniquement marketing sales? Est-ce que ça va toucher d'autres services? Quels sont un peu les impacts d'un point de vue organisationnel lorsqu'on veut faire un pas en quelque sorte dans cette direction-là? Alors, ça va pour moi embarquer beaucoup de structures au sein de l'entreprise. Déjà, il faut se fixer des objectifs. C'est bien beau de dire qu'on veut mettre en place de l'ABM, mais pour atteindre quoi? C'est-à-dire que si c'est juste un effet de mode et se dire j'ai On vu fait de la passer BM. plein d'articles et il y a de la littérature, why not? Ça n'a pas de sens. Mm. Déjà, il faut valider que ça soit pertinent pour l'entreprise et puis il faut se fixer des objectifs et des objectifs en cohérence avec les capacités de l'entreprise à aller déployer des campagnes. On va le voir, hein, on ne part pas du tout des mêmes approches qu'une campagne, par exemple inbound. On est sur des moyens qui sont en cohérence avec les comptes qu'on va aller chercher et les contrats aussi qu'on va aller chercher. Donc ça suppose d'aller se dimensionner pour ça. Et c'est aussi la nécessité d'avoir les bons interlocuteurs en interne. Donc effectivement, d'avoir la partie marketing, ça a du sens. D'avoir les commerciaux, c'est indispensable. D'avoir aussi du contenu, on va le voir, c'est un point, c'est crucial. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait la capacité en interne ou bien d'externaliser, mais en tout cas d'avoir ce contenu qui est créé. Et puis la data, parce que la data, c'est l'or noir dans ce type d'approche aussi, et d'être en capacité, alors même chose, soit c'est internalisé, soit on fait appel à des structures qui vont nous accompagner, mais on a besoin d'avoir ces informations-là, cette donnée clé qui va nous permettre d'avoir les bons arguments pour aller chercher les comptes. Très clair. Et si maintenant on se focalise justement sur cet alignement marketing sales,
qui est un point, globalement on entend toujours parler, mais c'est important dans le marketing, pour le marketing de manière générale, mais là typiquement, encore plus par rapport à ce que tu dis, on a quelque chose qui dépasse le service marketing, donc c'est encore plus important d'avoir cet alignement et cette cohésion. Et comment, parce que ça, c'est vraiment un enjeu, quels sont un peu les processus, les méthodes qu'on va être capable de mettre en place pour réussir à arriver à des objectifs communs, à se mettre en mouvement ensemble, et puis vraiment avec une vraie collaboration, puisque c'est quelque chose qui va être essentiel entre le marketing et puis l'équipe commerciale. Dans le meilleur des mondes, c'est bien que je vois que ça te fait sourire, mais J'attends le meilleur des mondes parce que j'aime beaucoup le meilleur des mondes. Mais, ouais, dans le meilleur des mondes, c'est bien que l'ensemble des parties prenantes soient embarquées très en amont du oui. projet. C'est-à-dire que c'est pas une fois qu'on a posé l'ensemble des choses qu'on dit « Ah tiens, au fait, au commerce, on vous emmène ». Ou l'inverse, tiens, au niveau marketing, ça serait bien de... C'est un projet qui doit qui implique beaucoup. Donc, on a besoin d'une part d'être convaincu de la pertinence de ce qu'on va mettre en place. Et pour être convaincu, il faut comprendre pourquoi on va vers cette approche-là. Donc, il faut se rendre compte de ce que ça suppose, mais aussi des bénéfices que ça va apporter. Michel Brébion, qui est le responsable, le CEO de Winbond, a l'habitude de dire qu'on n'est jamais ennemi de ses intérêts. Donc, si effectivement on est convaincu qu'il y a un intérêt pour soi, on va y aller. Pourquoi je dis ça? C'est que oui, ça va demander de l'investissement. Oui, ça va demander une implication, une approche peut-être un peu différente qui peut bousculer des pratiques actuelles, que ce soit côté marketing ou côté commercial. Donc, il faut comprendre ce qu'on veut mettre en place très en amont, se dire qu'on va y trouver un vrai bénéfice, que la stratégie qui est mise en place est outillée, et ça c'est aussi important, on va le voir parce que c'est ce qui va permettre de gagner du temps, de gagner de la productivité et de récolter de la data qui va être importante pour avancer. Donc tous ces éléments-là sont cruciaux. Et pour en revenir à l'alignement entre le commerce et le marketing, pourquoi c'est une base essentielle de succès? C'est que le marketing ne pourra pas avancer tout seul sans se nourrir de toute l'expertise qu'il y a et toute la connaissance des comptes qu'il y a au niveau commerce. Et le commerce ne pourra pas avancer tout seul s'il n'est pas nourri par le contenu et l'approche et les campagnes qui vont pouvoir être déployées par le marketing. Donc c'est un alignement, mais c'est presque un mariage en fait pour le meilleur, pour dire que c'est une façon de s'appuyer sur l'expertise de l'autre pour aller vers effectivement la meilleure des approches. Et ce qui implique de savoir précisément là où on veut aller, c'est là que tu parles d'objectifs, d'être d'accord sur les objectifs partagés et sur la manière dont chacun va être capable de contribuer. C'est souvent ça, hein, c'est à la fois où est-ce qu'on veut aller et quel est le trajet que chacun va faire ensemble pour être sûr que les rouages sont bons et qu'on est bien d'accord sur là où chacun va s'arrêter. Dans ce que tu disais, ce qui était aussi intéressant et là où je te rejoins, tu parlais justement de cette idée de task force. Et cette idée de se dire que tu as forcément les organisations qui vont être par service, marketing, sales, etc. Mais là, tu as vraiment quelque chose qui peut être aussi mis un peu transversalement, avec des équipes. Si on est dans un grand groupe, on peut avoir des personnes marketing, sales, qui vont être vraiment dédiées à une approche horizontale, en quelque sorte, par rapport à certains types de comptes. D'autres personnes avec une autre task force par rapport à d'autres types de comptes qui vont être ciblés. Donc c'est aussi ça que tu vois dans une approche un peu matricielle. C'est ça, et en fait, ce qu'on décrivait tout à l'heure sur les différentes approches et les différents niveaux d'ABM, ça va aussi conditionner cette organisation. C'est-à-dire que, effectivement, ça n'empêche pas de mixer les approches. Tu peux tout à fait te dire que tu vas adresser, par exemple, le secteur XY, par exemple, je ne sais pas, la banque assurance, mais que parmi ce secteur-là, tu as ton top 5 de comptes que tu veux absolument décrocher, et cela, tu vas faire une campagne plutôt one-to-one et une approche hyper fine. Et pour autant, le reste, tu vas travailler sur un ensemble de comptes similaires, mais ton organisation va fatalement dépendre de ça. Pourquoi? Parce que si tu es dans une approche one-to-one, ça veut dire que tes équipes, elles vont devoir consacrer du temps, consacrer des efforts à aller récolter des données, imaginer des approches, des expériences de contenu, imaginer des campagnes dans le temps, créer les assets ensemble, les valider, etc. Donc, ce temps-là n'est pas du tout le même que lorsque tu vas faire du programmatique, que ça va tourner et que, voilà, ça a du sens, mais c'est important de le dire aussi.
Mais ça me parle parce que j'ai participé, au-delà de la partie ABM, même de manière plus générale, dès qu'on va être dans cette approche un peu de verticalisation, dans les éditeurs de logiciels, avec les verticalisations par secteur, et là on n'est pas dans la démarche ABM, hein, c'est une stratégie de positionnement qui est de plus en plus le cas hein, depuis une dizaine d'années côté éditeur. On a déjà vraiment cette réflexion sur la structure de l'éditeur de logiciels qui est plus la même, où on se met à avoir des responsables par secteur, commercial et des fois marketing, et donc vraiment une approche qui va se mettre en place par secteur, et donc des éditeurs qui passent d'une approche un peu techno, enfin vente de technologie, à une approche de vente de solutions, et en quelque sorte plus ou moins packagées par secteur. On a déjà ce mouvement qui se met dans la structuration des équipes qui est différente, avec des objectifs différents, des fois des approches métiers qui vont être complètement différents, parce que même si c'est le même socle technologique, on ne va pas du tout de la même façon dans le secteur public et dans l'industrie manufacturière. Donc il y a déjà ces mouvements-là, et qui, comme tu le dis, qui va encore plus loin en quelque sorte, dès qu'on va parler d'approche one-to-one, où là c'est des approches qui sont, c'est plus les mêmes moyens qu'on met en place derrière. Et tu faisais le point là. Oui, Pardon, vas-y. d'autant plus que on va certainement en parler, mais même quand tu t'adresses à un compte ou à un Mm. secteur, tu vas pas évoquer ou tu vas pas proposer la même approche de contenu à un DSI versus un directeur métier versus un utilisateur final qui pourrait être un prescripteur. Donc, il faut que tu prennes tous ces éléments-là en compte pour proposer le meilleur contenu et la meilleure approche. Donc, c'est important de comprendre ce qui se passe en face, pas de mettre de côté le socle techno, mais il est là par essence. En revanche, ce que tu vas mettre en avant et ce que tu vas proposer et la manière dont tu vas le vendre, c'est ça qui fera Mm. la différence. Oui, c'est l'inversion qu'on a entre ce que je propose par rapport à ce que recherche la personne qui est en face. Et si on fait ce lien là, tu parlais justement de data, et on prend un exemple précis parce que bon, moi c'est des vécus que j'ai pu avoir par le passé sur tout ce qu'on appelle les cartographies de compte, qui est dans la Mm. partie ABM, qui est quelque chose d'important. Et donc souvent il y a des difficultés pour les gens comprennent bien l'idée. Par contre, pour le mettre en pratique, c'est des fois pas forcément toujours évident. Moi, j'ai des exemples que j'ai pu voir de l'extérieur où bah, il y a des grosses cartographies qui ont été mises en place. Vraiment un travail très fort du marketing, de l'équipe sales, qui a investi du temps pour vraiment cartographier un compte, suivre les actualités, les profils, etc. Ça avait été fait. Et en fait, dans l'utilisation et l'exploitation, bah, au bout de les premières semaines, ça avait été fait, ça avait été exploité. Puis petit à petit, ça a pu être mis à jour, ça a été perdu. Et finalement, bah, il y a eu plein de travail investi pour quelque chose voilà, qui au bout d'un moment mourait un peu dans son coin. Et donc par rapport à ça, sur cette idée à la fois de cartographie, ça m'intéresse d'avoir ton avis, et sur l'aspect data, quels sont pour toi les conseils et les pratiques justement sur bah, avoir les bonnes cartographies, les utiliser, si c'est un bon moyen ou si tu trouves que c'est pas un bon moyen. Et côté data, après, comme t'en parlais, comment est-ce qu'on se source sur ces aspects data? Alors, c'est crucial ce que tu expliques et merci de partager le retour d'expérience parce qu'effectivement, c'est souvent la difficulté qu'on rencontre. C'est-à-dire que non seulement c'est compliqué effectivement d'aller chercher et d'avoir les bonnes informations à jour, mais en plus, c'est un enjeu de pouvoir les conserver et de garantir qu'elles sont toujours d'actualité. Et ça, c'est vraiment un enjeu clé. Parce qu'on l'a dit, on est sur des ventes complexes avec des cycles de décision assez longs, avec énormément de personnes dans le cercle de décision. Donc, je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un changement de poste, une absence long terme, des choses comme ça qui font que ça se réorganise et c'est plus le même interlocuteur. Donc, je dois avoir la meilleure information possible et pour ça, je dois m'organiser. Il y a aujourd'hui des outils qui existent, des moyens effectivement d'aller chercher ces informations. Alors, il y a l'outil technique et puis il y a l'intelligence humaine. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est un vrai terrain de jeu enthousiasmant l'ABM pour ça. C'est-à-dire qu'on va aller mener une enquête et on va aller chercher les éléments clés, les signaux faibles, les insights, on les appelle comme on veut, mais qui vont faire la différence et montrer qu'on s'est intéressé à la personne en face. Non seulement à la personne dans son poste, mais parfois avoir l'audace d'aller chercher autre chose. Je donne un exemple concret. On peut très bien aller chercher un élément de convergence qui soit hors professionnel, par exemple le sport peut en être un, et sur un compte qu'on va appeler coffre-fort, où on n'arrive pas à trouver la clé d'entrée sur ce compte-là, parfois il suffit d'aller parler de sport avec l'interlocuteur, ça va déverrouiller le truc et ça fonctionne. Mais ça suppose d'avoir ce temps qu'on va consacrer, et c'est vrai que c'est un investissement en termes de temps et d'effort aussi, pour aller chercher cette petite pépite qui va faire la différence. Et ce qui fait que je te rejoins sur
sur le temps nécessaire à aller chercher la bonne information et sur l'importance de la manière dont on va être exploité. Il y a le temps nécessaire, et puis il y a la mise à jour, et puis l'exploitation dans le temps. Et justement, sur ces aspects, toujours côté data, là, tu parlais des différentes approches possibles pour se sourcer. Et après, sur le côté exploitation, comment est-ce que toi, tu as un peu des conseils sur la manière dont on peut fournir cette information, en quelque sorte, ces data, si elles sont sourcées par le marketing avec l'aide d'Equipsel, comment est-ce qu'on va les mettre à disposition pour que ce soit utile, en quelque sorte, et exploité, que ce soit par le marketing, mais aussi par les autres équipes? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Alors, je pense que moi, j'ai coutume de dire que l'outil tout seul ne fera Mm. rien, mais il est indispensable. C'est-à-dire que même si c'est, restons basico-basique, même si c'est un fichier Excel et que c'est la première des bases d'outils, entre guillemets, qui permet de centraliser ces informations, pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de centraliser, d'historiser et de fluidifier la transmission des informations Ouais. entre les départements. Donc, pourquoi pas une fiche Excel pour commencer, mais c'est sûr qu'il y a des outils qui sont aujourd'hui beaucoup plus élaborés et qui vont beaucoup plus loin dans la capacité effectivement de centraliser toutes ces informations-là. Encore faut-il, effectivement, comme tu le dis, les mettre à jour. Typiquement, un CRM, j'ai encore jamais entendu un commercial me dire « j'adore mon CRM et j'adore passer du temps à remplir des informations, etc. » Sauf que c'est indispensable pour lui. Moi, je suis commerciale, si je n'ai pas les informations qui me permettent de m'appuyer sur ce que j'ai noté un jour dans une fiche, je n'ai pas une mémoire d'éléphant non plus. Il y a un moment donné, je vais passer à côté d'un élément clé. Donc, j'ai besoin de m'assurer que j'ai historisé ça quelque part. Et ces informations-là vont être utiles à d'autres au cœur de l'entreprise. Donc, il faut que ça circule, il faut qu'il y ait des accès qui soient disponibles. Et tout ce que le marketing va mettre en place, imaginons, tu mets en place une campagne auprès d'une base qui a été segmentée, dans laquelle il y a les contacts clés de ton compte stratégique, tu seras ravi en tant que commercial de savoir que non seulement cette personne a reçu un email, qu'elle l'a ouvert, qu'elle a cliqué, qu'elle est allée voir et qu'elle a regardé telle et telle page du document PDF qui lui a été envoyé, c'est du caviar. Donc, il ne faut pas se priver de ça. En revanche, oui, ça suppose qu'on prend du temps pour avoir les informations les plus précises et les plus à jour possibles. Ouais. Et je me souviens, pour réagir juste sur un vécu, ça me remonte à l'esprit. Je me souviens quelque chose qui avait fait la différence dans les informations. Il y avait bien sûr l'outil AML, on s'était mis à disposition, et ce qui est essentiel, et je te rejoins là-dessus. Et dans l'exploitation qui était faite côté sales, c'était le moment donné, on est passé ce que le marketing pense qui va être intéressant comme information, et qui en fait n'était pas exploité, on savait pas très bien forcément pourquoi, à 80%, en fait, c'est quoi l'information qui va vraiment être utile côté commerce. Et lorsqu'il y a un alignement, se dire, en fait, voilà les informations, moi en tant que commercial, qui vont vraiment me servir à faire quelque chose, à déclencher. Et lorsqu'on a s'est aligné là-dessus, finalement, l'outil, ça peut être quelque chose de très simple. Et ça a été, l'utilisation s'est transformée parce que finalement, l'information qui était dedans était vraiment celle qui allait être utile. Et voilà, bon, c'était juste la petite anecdote où je me souviens de cette. C'est super important ce que tu dis parce que il faut accepter d'aller au-delà de parfois des convictions, parfois fausses, ou des a priori qu'on peut avoir, et des deux côtés. C'est-à-dire que on ne va pas se mentir, le marketing pense parfois à tort que de toute façon le commerce n'a rien à faire des éléments de contenu ou des leads qui sont envoyés parce que ça ne leur va jamais, et le commercial pense que de toute façon le marketing n'a toujours pas compris ce que c'était qu'un élément important qui va faire la différence et faire la vente, et que ce qui est envoyé n'a pas de sens. Donc il faut aller au-delà de ces préjugés-là et accepter de se remettre en question de part et d'autre et de se parler. Et ça peut paraître un peu optimiste, un peu utopiste, ce que tu veux, mais quand tu arrives à mettre toutes ces personnes-là autour d'une table, de fixer un même objectif, de fixer des mêmes éléments de mesure, par exemple d'avoir des KPI communs sur un projet, et de se dire on accepte de se remettre tous en question et de se dire ce dont on a besoin, pas juste dire que ça ne va pas, mais se dire ce dont on a besoin et ce qui aiderait l'autre, ça arrive, ça avance quand même beaucoup mieux. Tu parles à un convaincu là-dessus. Non, j'ai participé ça sort du sujet, mais j'ai participé aussi à la fusion un peu d'un service marketing et commerce qui sont devenus en fait un service qui est de business, et ça a vraiment fait évoluer aussi les choses. C'est aparté, mais je te rejoins vraiment sur ce point-là. Et tout à l'heure, on parlait de contenu, qui est, bon, comme toujours, c'est le nerf de la guerre, etc., etc. Et là, dans la BM, c'est quelque chose de différent, et de mon point de vue,
et je pense qu'on le partage, mais moi ça va au-delà on prend les documents qu'on a, on saupoudre un petit peu de personnalisation et on met une jolie photo qui correspond au compte et on dit que c'est de l'ABM, du contenu pour l'ABM, et qu'il y a vraiment une expérience différente à proposer d'un point de vue contenu, parce qu'il faut que ce soit, on s'adresse à des personnes de manière spécifique, en type de compte, et comme tu disais tout à l'heure, en type aussi de profil à qui on va s'adresser. Et donc on a besoin d'avoir une approche de contenu qui va changer, qui va être vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. Et ça, c'est aussi bien en termes de fond, et de trouver quel est le niveau d'information, et puis aussi de la forme qu'on va y donner. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des choses, des retours d'expérience à nous partager, des bonnes pratiques autour de à la fois sur le sourcing de contenu et sur ce qu'on va être capable de créer comme contenu qui va vraiment apporter une expérience différente? Alors, je te rejoins tout à fait sur le fait que le contenu reste clé dans tout ce type d'approche, que ce soit effectivement inbound ou ABM. Mm. C'est ce qui va faire le lien en fait, et c'est ce qui va faire l'histoire. On l'a dit, on est sur des ventes complexes, donc il faut rester à l'esprit super longtemps des interlocuteurs, et en plus de différents interlocuteurs à différents moments de la vente, etc. Donc c'est indispensable d'avoir des éléments clés pour ça. Après, par rapport à l'exemple que tu cites, oui, il peut paraître un peu poudre de perlimpinpin pour reprendre une expression. Il ne suffit pas de personnaliser un document existant et de mettre la belle photo et tout, sauf que c'est une première étape. Mm. Et que parfois, ça peut un peu dédramatiser l'approche pour certaines structures, de se dire, s'il faut que je crée plein de contenu, etc., je ne vais jamais m'en sortir. Non, il y a une première étape et c'est effectivement une bonne pratique pour commencer, de dire, capitalisons sur le contenu qui existe, et si on le regarde à l'aune des différents comptes que je vais adresser, comment est-ce que je pourrais, sans trop tout bousculer, m'en servir pour personnaliser une partie et quand même entrer en contact avec le compte. Donc c'est une première approche. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est surtout une expérience de contenu sur le long terme, Mm. avec différents assets, différents éléments de campagne. Et c'est ça qui va faire la différence. Il faut parfois accepter d'aller chercher le contre-pied, d'aller bousculer un peu, de pas, si on est par exemple, d'autant plus, on parlait des DSI tout à l'heure, si on est sur une population qui est déjà sursollicitée et qui ne va pas d'elle-même aller chercher forcément d'autres interlocuteurs, parce qu'il y en a déjà tellement qui frappent à la porte, bah, c'est comment je vais me distinguer de tout ça. Et parfois en faisant le petit clin d'œil qui va attirer l'attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois complètement dans quelque chose de débridé si je m'adresse à des comptes un peu sérieux, mais c'est de la vente d'humain à humain de toute façon. Donc je vais chercher un humain au sein du compte et je vais créer une relation commerciale, certes, mais une relation qui repose sur l'humain. Donc je vais aller forcément chercher des émotions. Je vais forcément aller chercher un effet waouh, si on veut prendre ce terme, même s'il est un peu galvaudé, mais c'est comment est-ce que mes contenus, et surtout la manière dont je vais les orchestrer, vont permettre de capter l'attention, de rester à l'esprit et de faire la différence. Et est-ce que toi, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi j'ai l'exemple, par exemple, on a fait une opération il n'y a pas très longtemps sur un format qui a été du print, envoyé par courrier, qui était un format BD, qui racontait un peu une histoire. Bien sûr, c'était relativement sérieux, mais qui racontait quand même une histoire, et qui a été bien perçu. On savait pas du tout, hein. Quand on l'a fait, on se demandait ce que ça allait donner. Et finalement, c'était bien perçu. Il y a même eu des gens qui ont appelé ou qui ont même tiré pour dire, bah, voilà, pour remercier. Donc là c'est un peu le pas de côté en termes de contenu et puis de niveau de diffusion. Et est-ce que toi, par rapport à ça, tu as d'autres exemples de types de documents qu'on retrouve pas du tout ailleurs? Tu peux me dire, il n'y en a pas, hein, qu'on trouve pas du tout ailleurs, mais qui dans la BM ont leur place en format peut-être vraiment différent de types de documents que tu as pu participer à construire, ou tu dis, bah tiens, oui, ça c'est ailleurs, non, pas forcément, par contre dans la BM, ça a du sens. Il faut parfois revenir à des choses basiques. On imagine parfois des choses très très poussées, mais parfois c'est juste revenir à ce qui n'est plus de l'ordre du classique. Alors je m'explique, tu parlais du print à l'instant. Aujourd'hui, on reçoit de moins en moins de choses. Tout est un peu dématérialisé. Donc quand tu reçois un objet qui t'est envoyé personnellement, tu sors de l'ordinaire. Après, tu n'es pas obligé à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire dans ce que tu envoies, mais juste le fait que ce soit effectivement physique, envoyé peut-être avec l'écriture manuscrite, etc., un petit mot manuscrit à l'intérieur et autres,
bah, rien que ça, tu fais la différence. Parce qu'effectivement, on est dans un monde tellement digitalisé que revenir à ce lien, et on parlait tout à l'heure d'humain à humain, ça participe de ça. Le fait de prêter attention à ce que quelqu'un a pu dire. Je prends un exemple concret. Pour certaines des structures qu'on accompagne, on va, dans l'approche de veille et intelligence commerciale, on va nous prendre du temps pour, par exemple, écouter les prises de parole de quelqu'un, lire ce qu'il a pu dire, etc., pour aller prendre du verbatim et fournir ces éléments-là aux commerciaux pour qu'ils puissent rebondir dessus. Ça serait un investissement en termes de temps colossal si chaque commercial devait écouter les podcasts, lire la revue de presse, etc. Donc, quand on leur fournit ça, c'est un élément clé. Après, c'est comment est-ce que, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais le traduire et comment je vais l'utiliser. Ça peut être une petite carte qui reprend le verbatim et qui, derrière, va dire parlons-en avec une proposition de rendez-vous, etc. La personne va se dire c'est moi qui ai dit ça. Mm. Mais Donc, très intéressant, ouais, très ça crée intéressant. ça crée forcément l'attention. Ouais. Donc, voilà, c'est tous ces éléments-là qui font. Ça peut être. On est dans des choses aujourd'hui avec l'engagement RSE des entreprises et d'autant plus dans l'IT, techno, digital, etc. C'est comment est-ce que je peux approcher aussi peut-être une entreprise avec quelque chose qui revient à des fondamentaux, prend en compte des engagements RSE exprimés par le compte auquel je veux m'adresser et qui va jouer là-dessus, par exemple. Pourquoi pas? En tout cas, ça me parle et ce qui me fait de l'échange là, et ça correspond aussi à ce que je pensais avant, mais ça le renforce, c'est le fait de dire globalement dans le marketing, mon point de vue, c'est que c'est toujours bien de faire aussi un peu ce pas de côté, savoir prendre du recul et sortir un peu de ce qu'on fait de manière classique. Et l'intérêt, c'est que dans l'ABM, comme on va être beaucoup plus dans cette idée de personnalisation, soit par rapport au compte, soit par rapport à une personne donnée, bah, ce pas de côté, on peut le faire de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus réfléchie, parce qu'on va avoir des informations qui sont beaucoup plus précises. Alors que faire le pas de côté lorsqu'on s'adresse à un secteur donné ou à globalement le marché, bah, c'est plus difficile de le faire de manière intelligente. Et là, on est dans des approches, comme tu dis, voilà, je trouve cette idée de courrier avec, qui rebondit sur une citation, c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant. Et, ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui, l'ABM, c'est pas nouveau, hein, faut pas Mm. se leurrer, on n'a rien inventé. En revanche, aujourd'hui, on a la chance et le luxe de pouvoir recueillir de la donnée par rapport à ce qui est fait et ce qui est proposé dans le cadre d'une campagne. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, non seulement je crée effectivement le premier point d'entrée avec quelque chose que je vais envoyer, mais toute la campagne que je vais structurer derrière, je vais pouvoir recueillir de l'information parce que je vais pouvoir traquer par rapport à, si par exemple j'invite à s'inscrire à un webinar personnalisé, ben, je sais effectivement qui a ouvert, qui a cliqué, qui s'est inscrit. Si je propose de voir une vidéo qui a été montée spécifiquement pour ce compte-là, je peux voir le nombre de vues, le temps de complétion, etc. Enfin, il y a plein d'informations qui vont me permettre de prioriser mes contacts, de voir comment chaque compte avance et de me nourrir du retour d'expérience. Si effectivement, on est souvent dans le cadre de pilote dans l'ABM parce que on avance un peu au fur et à mesure et c'est génial de se dire je vais pouvoir m'assurer que ce que j'ai imaginé et mes petits pas de côté dont on parlait, ce que j'ai un peu c'est pas simple de se dire j'engage la marque et j'engage l'entreprise à faire des pas de côté. Pardonne-moi l'expression, mais on peut se casser la gueule. Donc Mm. voilà, faut être prudent aussi. Mais de pouvoir capitaliser sur de la donnée qui va confirmer que je ne me suis pas trompée et que je peux aller déployer ça sur d'autres comptes, c'est top. Ouais. On en Ou qui va permettre de dire, bah, je me suis trompé, mais je le sais rapidement, donc je suis capable de changer. Donc cette idée d'être capable de réagir dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, justement, là, on parle un peu enfin, on commence à parler un petit peu justement des canaux qui sont utilisés dans la BM. Et là, c'est un peu la même question. Moi, j'ai un peu cette même regard de me dire, bah, quand on me dit que la BM, c'est au lieu d'envoyer un email à 20 000 personnes, on l'envoie à 20 et on personnalise un petit peu. Bah, pour moi, on sort, mais on est que dans la technique et voilà, c'est pas forcément une vraie démarche ABM. Pour toi, c'est quoi les canaux? Est-ce qu'il y a des canaux qui sont spécifiquement adaptés par rapport à cette partie ABM? Ou aussi de manière générale, est-ce que c'est des canaux qu'on utilise, mais comment est-ce qu'on va se les approprier vraiment par rapport à cette stratégie d'ABM? Alors, il y a un point qui est hyper important, c'est que c'est la même chose quand on se pose la question de sur quel réseau social est-ce qu'il Mm. faudrait que je sois.
il faut que je sois sur le réseau social sur lequel se trouvent les personnes qui m'intéressent. Je Donc il m'accuse. faut... Non, mais c'est une Oui, oui. évidence. C'est un peu une lapalissade, mais c'est un peu... j'ouvre une parenthèse, mais j'avais un jour quelqu'un qui me demandait, lors d'une conférence, mais est-ce qu'il faut être sur Instagram? Mm, mm. Dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Je dois être sur Instagram si les personnes qui m'intéressent sont sur Instagram. Sinon, je vais parler à d'autres personnes que celles qui m'intéressent. Donc, c'est bien dans l'absolu, mais ça ne remplit pas la mission. Donc, les canaux, c'est un peu la même chose. C'est de se dire, est-ce que les interlocuteurs clés au sein des comptes, est-ce que les prescripteurs, est-ce que les décideurs sont ou utilisent ou sont friands de tel ou tel canal. Ça veut dire que je m'informe en amont, je fais une enquête en amont pour savoir si effectivement ils utilisent ces éléments-là. Parce que si je déploie, on l'a dit, hein, c'est un investissement, je vais concentrer les efforts de plusieurs parties prenantes au cœur de l'entreprise, etc. Je mets en place une super campagne et que je parle dans le vide parce que c'est absolument pas les canaux qu'ils utilisent, je suis à côté de la plaque. Donc, j'ai besoin de m'assurer en amont que les canaux sont les plus pertinents. Après, on va retrouver un peu des basiques ou des fondamentaux. Le print, on l'a dit tout à l'heure, redevient un élément clé dans ce type de campagne. Il y a même aux US, on a des outils pour le gifting, quoi, pour offrir des choses et pour pouvoir suivre ces campagnes de gift. Donc, c'est pas pour rien. C'est souvent ces éléments-là qui vont faire l'ouverture de compte, créer le premier élément. L'emailing reste clé, oui. Le canal vidéo, c'est un élément important parce que, on le redit, hein, c'est d'humain à humain, donc créer une vidéo spécifique pour un compte, c'est important. D'être présent sur des canaux, sur les réseaux sociaux. Typiquement, un élément qu'on utilise souvent sur des campagnes ABM, c'est qu'on a besoin de nourrir la notoriété Ouais. auprès de l'ensemble des collaborateurs d'un compte. C'est-à-dire que quand je vais monter ma campagne, je vais avoir des éléments spécifiques auprès des décideurs, auprès des directions métiers, auprès des utilisateurs finaux, mais il ne faut surtout pas que j'oublie mes prescripteurs, les influenceurs, ceux qui vont faire que ça va bruisser et qu'on va entendre parler de nous au sein du compte. Ben ça, typiquement, ça se monte, par exemple, sur des campagnes LinkedIn. On peut tout à fait monter des campagnes qui ne vont être visibles que par les collaborateurs d'un compte spécifique. Mais ça suppose d'avoir une campagne qui ne sera que pour ce compte-là. Donc, de créer des assets, etc. Dans cette idée-là, j'avais eu l'idée, j'ai jamais mis en place, mais ça avait été abordé pendant les idées dans l'édition que j'ai pu avoir avec un de mes clients, qui était sur le fait de faire de la publicité, mais sur les panneaux publicitaires qui étaient juste en bas de la tour à Paris du Génial, compte, génial. et qui étaient que pour lui. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui passaient pendant une semaine avaient un message qui s'adressait à eux en tant que personne et employés d'eux, mais au travers d'un compte. Moi, j'avais mis en place, mais ça rentre un peu dans cette idée-là de se dire, ce pas vers le fait de dire on fait une campagne dédiée, donc ça peut ouvrir des canaux qui peuvent être utilisés ailleurs, mais qui sont utilisés de manière différente, parce qu'on s'adresse à un compte unique ou à un nombre de Tu, tu personnes limité. prends, tu prends par exemple certains cœurs de métier qui ont une revue spécialisée print, où Mm. tu sais, c'est la Bible en interne, que tu as quasiment tout le monde qui lit Si tu as une insertion, une page, double page, où tu parles à ce compte-là, Ouais, forcément, tu es dans un ouais, effet haut. Mais ouais. l'exemple que tu prends est génial, de dire effectivement, tu prends, tu payes, tu investis dans une campagne d'affichage pendant un certain nombre de jours pour ce compte-là. Alors effectivement, on va dire, ouais, mais enfin, ça coûte quoi. Oui, mais c'est pas un coût, c'est un investissement. Et on redit, en ABM, on va chercher des comptes dimensionnés. On va chercher parfois des contrats sur 3, 4 ans, sur des centaines de milliers d'euros. Donc, le rapport entre ce qu'on va mettre en place et ce qu'on va gagner, parfois, il vaut tout à fait la peine. Et on n'est pas dans des approches, là, dans les exemples qu'on prend là tous les deux, on n'est pas dans l'approche de se dire oui mais si on le fait ça et qu'on le fait 1000 fois, parce qu'au contraire, c'est justement parce qu'on le fait de manière très spécifique sur un nombre qui est limité. Donc oui, si on multiplie ça par le volume de personnes, le volume de campagnes qu'on a l'habitude de faire, bah, ça prend des proportions importantes. Par contre là on est dans une approche qui est justement hyper limitée en volume en quelque sorte.
T'as même le cap se caler sur ce qu'on appelle des événements de vie professionnelle. Imaginons un appel d'offres. Ce serait génial d'avoir cette approche-là où tu sais que tu arrives quasiment à la soutenance et 15 jours avant, tu as une campagne d'affichage c'est top parce que tu es, dans le bon moment, dans le bon timing et forcément les personnes vont en parler donc tu ne pourras pas le mesurer. Ça, c'est un peu frustrant, mais il y a fort à parier que ça va effectivement faire parler de ton entreprise au sein de la structure en plein moment où tu as une soutenance d'appel d'offres. Donc, J'ai vu l'exemple là, mais côté éditeur toujours. On avait fait une campagne, mais c'était via LinkedIn, mais unitaire sur les personnes du compte. On avait pris le cas client, le cas client du concurrent, qui était justement un client de l'éditeur, et qu'on avait diffusé en s'adressant spécifiquement au compte donné, et en mettant en avant le cas client, on disait, bah voilà, peut-être que, enfin, découvrez peut-être qu'il va bientôt, voilà, ce qui sera bientôt mis en place, etc. Et pendant la soutenance, enfin, c'était pendant la présentation et la partie démo, justement, ils avaient dit, putain, c'est bizarre parce qu'on a tous reçu on a tous, voilà, donc c'était un bon. Mais des fois ça marche pas du tout. Mais là ça avait plutôt bien marché sur cette approche-là. Mais ça. Mais c'est pour ça que c'est important de n'oublier personne en fait quand on Mm. pense ABM, c'est-à-dire que oui, il y a les décideurs clés, oui, il y a les directions métiers, etc. Mais il ne faut jamais se priver d'aller chercher des appuis en interne, voire de reconquérir des détracteurs. Mm. Ça, c'est un point important aussi. Par exemple, quand on sait, pour une raison X ou Y, qu'il y a eu à un moment donné un compte pour lequel ça n'a pas fonctionné pour X raisons et que c'est une personne en particulier qui a bloqué la décision, il ne faut pas faire fi de cette situation-là. Il faut l'affronter et l'affronter de la bonne manière, c'est-à-dire de se dire, OK, c'est un défi et c'est génial les défis, c'est de se dire, lui ou elle, je vais aller le reconquérir. Et comment? Il ne suffit pas de dire, non mais regarde, on est les meilleurs. Il faut le prouver, il faut le démontrer, il faut amener des éléments de réassurance. Et il faut le prendre en compte. Et il faut accepter d'aller adresser ces détracteurs. Mm. Je suis d'accord. Et justement, là, on parle un peu de démarches toujours très spécialisées. Donc, ce qui fait qu'on a des démarches voilà, adaptées par rapport à chaque compte. Et après, dans ce qu'on entend, on entend parler de cette idée d'industrialiser la démarche ABM. Et est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec les idées de spécificité en quelque sorte par contre? Est-ce qu'on peut, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui s'industrialise quand même? Alors, il faut distinguer, il faut bien comprendre ce qu'on entend par industrialisation. Effectivement, si je veux mettre en place quelque chose qui est sur un volume incroyable et que je veux faire de l'abattage, pardonne-moi l'expression, mais c'est, j'ouvre une parenthèse, il y a souvent un langage un peu guerrier quand Oui. on est dans la vente qui, moi, ne me correspond pas, mais c'est tout à fait personnel. Et effectivement, on ne va pas y aller au bazooka. Donc, quand on parle d'industrialisation, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de gagner du temps sur des tâches qui ne sont pas à forte valeur ajoutée pour justement avoir du temps à consacrer au reste. Et dans l'industrialisation, c'est par exemple de s'appuyer sur des outils qui vont permettre de conserver un lien avec une personne, de séquencer, d'orchestrer un envoi d'email personnalisé sans que j'ai besoin de m'en occuper et que je reçoive une notification quand ça réagit et qu'effectivement, il y a une démonstration d'engagement du récipiendaire par rapport à ce que j'ai programmé. Donc ça, pour moi, c'est une forme d'industrialisation et d'automatisation qui pour autant ne nie pas la personnalisation. Elle l'accompagne. Après, c'est comment et à quel moment est-ce que je déploie le truc pour aller vraiment sur de l'humain à L'individuel. humain et qui ne soit plus automatisé. Par contre, sur la partie d'industrialisation, c'est d'être aussi audacieux et judicieux. C'est par exemple de se dire, si effectivement je vois que je décroche 3 comptes dans tel secteur, dans des dimensions de collaboration importantes, etc., ça vaut le coup de se dire, je vais créer une campagne spécifique moins personnalisée, hein, on revient à nos idées de one-to-one, one-to-few, one-to-many, sans aller sur du programmatique, mais d'aller sur du sectorisé, Oui. et d'aller industrialiser, donc de me permettre d'aller chercher un volume de comptes encore plus conséquent. Je peux aller par exemple sur 50, voire 100 comptes. Donc je passe un cap dans le volume de comptes que je vais adresser, parce que je sais que j'ai un retour d'expérience positif et que ça a fonctionné. Donc ce que je vais dupliquer,
il y a de bonnes chances que j'arrive à gagner, en tout cas, déjà en notoriété et en essence d'opportunités commerciales. Donc pour moi, l'industrialisation, elle est là. Elle est dans la capacité à créer du contenu en, comment je vais le dire, en volume, sans pour autant se départir de la personnalisation, d'être aussi, tu le disais, tu prenais l'exemple tout à l'heure de dire il ne suffit pas de prendre un contenu et de mettre le logo, etc. En revanche, on peut tout à fait avoir un template commun dans lequel le fond reste le même. En revanche, je vais avoir des interstices ou des cartouches qui vont être personnalisées et là, je vais m'adresser spécifiquement au compte. Et ça, je peux le démultiplier sur 50 comptes si je veux. Donc oui, ça embarque, c'est du boulot, mais c'est une forme d'industrialisation qui rejoint quand même la notion de personnalisation. Oui, non, mais je te rejoins là-dessus, je te rejoins aussi sur le fait de dire, même le côté template du document, quand je parlais de saupoudrage, c'est lorsqu'on va juste changer le logo et l'image pour faire passer par rapport au secteur. Mais à partir du moment où on va rentrer dans le cœur, on peut avoir un cœur à 70% qui est le même. Par contre, les citations, les témoignages, si on a des citations à l'intérieur client ou autre, qu'on va vraiment adapter, on va aussi adapter certaines parties qui peuvent être dédiées. Et donc cette idée de se dire, ok, ben, qu'est-ce qui est vrai et je fais pas juste l'effort minimum, mais je réfléchis quand même mon document pour qu'il soit adapté, ce qui n'empêche pas de retirer l'existant. Et sur le côté industrialisation, moi, je suis d'accord avec cet aspect aussi d'outillage par rapport aux tâches. Et aussi cette idée de se dire industrialiser les méthodes en interne, parce qu'on parlait de l'organisation au début. Et pour moi, un vrai cap sur cette idée, comment est-ce qu'on arrive à accélérer aussi là-dessus, c'est comment on passe d'une démarche hyper artisanale d'un point de vue organisation et instance, en quelque sorte, de décision, à quelque chose qui est un peu plus structuré et qui va aider, en fait, qui va méthodologiser un petit peu la démarche. Donc c'est pas, voilà, c'est de la méthodologisation en quelque sorte, mais ça rentre aussi dans cette idée de se dire, ok, on a initié le POC ABM et comment est-ce qu'on va au-delà derrière. Et c'est aussi, il y a une notion de partage et de retour d'expérience. Parfois, tu as des champions en interne qui ont de super pratiques, qui ont de super des idées. Ça fonctionne sur leur compte, mais ça reste à leur niveau. Et le fait de pouvoir effectivement partager cette expérience-là et qu'ils puissent non seulement donner un retour d'expérience, mais en recevoir d'autres, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours dans le même sens, c'est aussi pour ça que les équipes vont être partantes dans ce genre d'approche. Et c'est effectivement une réorganisation parfois, de nouvelles pratiques à adopter. On l'a vu, on vient de passer et on est encore un peu dans une situation complexe liée au fait qu'on ne puisse pas forcément se rendre sur le terrain, qu'on a réinventé un peu la manière d'interagir avec nos interlocuteurs par beaucoup plus de digital, etc. Quand tu es commercial de terrain depuis des années et que tu as ton mode de fonctionnement, ça ne s'improvise pas de dire t'inquiète pas, ça va bien se Hop, tu passer, tu passes au vas tout digital. faire en digital. Voilà. Et c'est effectivement de prendre en compte aussi ce frein un peu à passer parce que c'est pas parce que tu es un commercial de terrain que tu vas pas t'en sortir à passer au digital et inversement. Mais c'est comment est-ce que tu capitalises sur ce que tu es et sur tes soft skills, ce que tu maîtrises pour pouvoir le mettre à profit et adopter en même temps des nouvelles pratiques. Et c'est en ça, je disais tout à l'heure que l'ABM est un terrain de jeu génial, mais je le pense vraiment parce qu'en fait, non seulement ça fait appel à la créativité, ça permet de sortir parfois un peu du cadre et c'est génial de sortir du cadre. Il y a une notion d'enquête. Quand tu as le luxe d'avoir le temps d'aller chercher des informations clés qui vont faire la différence et que tu vois que ça marche, c'est super. Ça donne Oui. un côté nouveau et hyper intéressant à ta mission. Et quand tout ça permet en plus d'aller décrocher des comptes où c'était bloqué depuis super longtemps, c'est enthousiasmant, donc tu as envie de pouvoir le déployer après sur d'autres comptes. Ouais, il y a une satisfaction, je pense qu'en tant que marketeur ou commerciaux qu'on porte aussi par rapport à ça, comme si sur les comptes coffre-fort, mais aussi le fait de dire que tu commences à vraiment découvrir des informations, à monter en culture aussi sur le marché de manière beaucoup plus précise. Voilà, c'est aussi, je trouve, très valorisant, même en tant que marketeur comme sujet, et je te rejoins là-dessus. Ouais, Et en fait, c'est un peu une notion d'intelligence dans mm, l'ABM sur 3 points. C'est le count intelligence, c'est ce que tu connais du compte dans sa globalité. Le business
intelligence, c'est sur le marché, sur les enjeux, sur ce qui se passe pour cette boîte-là en ce moment et sur laquelle tu as une solution, parce que c'est surtout ça l'idée, c'est quand même un moment de vendre. Et le contact intelligence, c'est qu'est-ce que tu connais de ton contact, de ton interlocuteur clé, et ce ABC va te permettre effectivement d'avoir les clés en fait. Ouais, je te remercie beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu encore en parler 2 ou 3 heures parce qu'on Ouais, je était là, pense. on était lancés. Ouais, je sais pas si c'était un dernier point sur lequel tu voulais insister ou un dernier point sur lequel tu voulais revenir. On disait tout à l'heure qu'il ne faut pas que ce soit un effet de mode Oui, et qu'il ne faut pas se dire j'en tiens, fais. je vais faire de la BM. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ça a une pertinence pour moi, pour mon secteur d'activité et surtout pour les comptes auxquels je veux m'adresser, de déployer cette approche? Après, ça n'empêche pas de viser par exemple du mix marketing, d'avoir une approche qui permet de rester inbound marketing, par exemple, assez classique, où je fais venir un volume et je vais convertir mon premier commercial, ce sera mon site, et je vais convertir via le site, par exemple, tout en ayant une approche où là, je vais être beaucoup plus proactif et je vais être moins attentiste, entre guillemets. Et c'est moi qui vais avoir, et c'est un vrai luxe de se dire, je veux aller travailler avec tel compte, je sais que j'ai la bonne solution et je vais le décrocher. Donc on choisit ses clients. Et puis il y a une vraie complémentarité dans les démarches. Même Oui, aussi suivant les types de publics, moi je retrouve ça aussi beaucoup côté éditeur, suivant les types de packs en quelque sorte ou de publics auxquels on va vendre entre du grand compte ou si on a envie de faire de la masse enfin, du volume plutôt côté PME avec des approches SaaS plus packagées, etc. Donc ça se tient, ouais, c'est donc le très conseil, c'est un complémentaire. peu ça, c'est de se dire, faites pas de l'ABM juste parce que tout le monde en parle en ce moment et que ça a Mm. l'air sympa, c'est faites de l'ABM parce que ça a du sens pour vous, que les équipes sont prêtes à se réunir pour aller vers ces objectifs-là. Il faut être conscient de l'investissement que c'est, investissement humain, de temps et de budget, mais après, c'est génial. Bah, merci pour ce mot de la fin et puis je te dis à bientôt Isabelle. Ce fut un Merci, plaisir. Camille, à bientôt.